voilà, le règlement européen donc impose ces nouvelles obligations. Voyons tout d'abord responsabilité pour l'entreprise qui conçoit, l'entreprise qui fabrique. Très bien. Bonjour Thierry Vatelet, merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Vous connaissez les assurances, vous savez à quoi ça sert. Ça sert à intervenir le jour où vous avez un sinistre. La responsabilité civile, en l'occurrence, c'est pour indemniser vos patients si vous avez un problème avec vos dispositifs médicaux. Mais on évolue dans un monde qui a de plus en plus d'aversion pour le risque. Aujourd'hui, l'assurance ne se contente plus d'attendre le jour où le sinistre survient, mais on est obligé de devenir un vrai partenaire pour vous aider à développer votre business, pour répondre à toutes vos obligations qui sont en lien avec ces sujets d'assurance. Donc sur la réglementation, vous avez vu arriver dans le règlement des dispositifs médicaux de nouvelles précisions sur l'obligation légale d'assurance de responsabilité civile. Elle existait déjà depuis longtemps dans le Code de la santé publique et dans le Code des assurances, mais vous n'aviez en tant que dispositifs médicaux pas de montant d'assurance spécifique. Donc vous pouviez vous assurer pour un montant faible ou celui que vous vouliez. Dans le règlement, le législateur a résolu cet oubli en introduisant une notion de montant minimum d'assurance, mais il vous laisse apprécier vous-même le montant d'assurance. Tout à l'heure, on entendait parler de qu'est-ce qui est suffisant. Là, on est dans la même question. Qu'est-ce qui est suffisant en montant d'assurance? C'est à vous de le déterminer, c'est à vous de le prouver vis-à-vis de votre organisme notifié. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est quoi? Je vais peut-être vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent que l'obtention du marquage CE, selon le nouveau règlement, est un processus très long? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, pas mal. Levez bien la main. Très long, très long. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est cher? J'imagine que vous trouvez aussi que c'est cher. Voilà, on voit que c'est quand même un constat qui est assez partagé. Donc l'objectif de la présentation aujourd'hui, il est très simple, c'est de vous donner des retours d'expérience, de vous donner des pistes de réflexion dans le cadre de la préparation de votre dossier de marquage CE pour éviter que vous ayez des non-conformités, pour vous éviter de devoir repasser devant votre organisme notifié. Et j'en discutais tout à l'heure avec Vincent Casteras de Nexialis, que vous connaissez peut-être, qui me donnait quelques chiffres que j'ai découverts ce matin. Un tour auprès de votre organisme notifié, représenter votre dossier suite à des non-conformités. D'après ce qu'ils ont recueilli comme information, ça peut coûter entre 10 et 30 000 euros. Et c'est plusieurs semaines de délai pour l'obtention du marquage, 6 semaines à quelques mois si ça prend plus de temps. Donc l'objectif, c'est de vous faire économiser tout ça. Donc je vais vous présenter des retours d'expérience du GEMED d'abord, qui a exposé ses demandes depuis le mois de décembre 2022. Donc ça, c'est des feedbacks qu'on a par nos clients qui nous sollicitent pour répondre aux demandes de leurs organismes notifiés. Donc on voit que le GEMED, il demande que la transmission des documents d'assurance soit faite. Donc il se repose sur les documents d'assurance. Et dans ces documents d'assurance, ils demandent d'avoir bien l'entité légale, l'activité, la couverture de la zone européenne, la période de validité du contrat. Enfin voilà, ils vont regarder ces informations et puis ils vont, au travers de ces informations, vérifier que votre assureur a bien connaissance précisément de votre activité. Vous vous souvenez que dans le règlement, il y a 3 critères pour la couverture financière suffisante: le type de dispositif, la classe, la taille de l'entreprise. Donc ils vont vouloir s'assurer que votre assureur a analysé ces 3 critères et que, remplissant son devoir légal de conseil, il vous a orienté vers une couverture financière suffisante. Donc on peut comprendre que le GEMED, il va un petit peu utiliser l'assureur comme un tiers de confiance et que si toutes les caractéristiques prévues dans la réglementation figurent bien dans l'attestation d'assurance, il va estimer que par son devoir de conseil, il a garanti que votre couverture financière est suffisante. D'où l'importance de travailler avec un assureur qui sera légitime aux yeux du GEMED pour jouer ce rôle de tiers de confiance. Donc si vous envisagiez de travailler avec votre beau-frère, demandez-vous si le GEMED le connaît et si son document sera légitime. Oui, donc pardon, je reviens peut-être un tout petit peu en arrière. Voilà, donc nous, on vous conseille de bien vérifier que tout ça figure sur votre attestation. La classe et le type de DM, ça c'est ce qui sera le plus sujet à manquer dans vos attestations d'assurance. Il faut que ça soit prévu dans la définition contractuelle d'activité de votre contrat d'assurance de responsabilité civile. Le reste, la zone géographique, la liste des entités légales qui doivent bien être toutes déclarées à votre assureur, toutes assurées, et la période de validité, normalement, ça figure en standard, mais c'est quand même les critères à vérifier si vous travaillez avec le GEMED.
Ensuite, on a un autre exemple qui, là, n'a pas du tout la même approche. C'est un client qui travaille avec le TUV. Et alors, eux, ils ont présenté leur attestation d'assurance sur laquelle figuraient bien toutes les informations qu'on a vues avant. Mais le TUV leur a opposé une non-conformité en disant vous ne nous avez pas donné les preuves de la manière dont vous avez évalué la couverture financière dont vous avez besoin au regard du règlement. Donc ils ont constitué tout un dossier de réponse, et là je vous partage la conclusion de leur dossier de réponse qui peut être une inspiration pour vous. C'est la matrice d'évaluation, donc appuyée sur des références bibliographiques, appuyée sur des analyses statistiques, dans laquelle ils ont analysé la probabilité d'occurrence, le coût, etc., de chaque typologie d'incidents qui peuvent arriver en lien avec leur dispositif, et ils arrivent, par des règles de 3, à une estimation de la couverture financière d'1,8 million. Alors attention dans cet exercice, 1,8 million, c'est un montant d'assurance déjà élevé pour une société de la taille de ce client. Il ne faut pas surévaluer parce que, d'abord pour des questions de coût, mais aussi parce qu'avec votre croissance, vous pouvez un jour vous trouver face à une difficulté de trouver les capacités financières sur le marché d'assurance qui correspondront à l'évaluation de la couverture financière que vous avez faite, et vous pourriez être dans une impasse. Là, on est dans le monde de l'orthopédie. Il ne faut pas oublier de prendre en compte une variable, c'est que dans le monde de l'orthopédie, la responsabilité, elle est souvent aussi liée à l'acte chirurgical et pas forcément au dispositif. Donc, utiliser les retours des matériaux-vigilance, les statistiques et le coût du patient, il ne faut pas oublier de le pondérer avec quelle est ma probabilité en tant que fabricant d'avoir une part de responsabilité. Donc là, on est dans une approche un peu plus détaillée, un peu plus complexe. C'est des retours d'expérience qui sont, juste je le signale, ces clients n'ont pas encore eu leur marquage CE conforme au règlement. Donc on vous partage ce qui a été demandé par les organismes notifiés, ce qui a été répondu. J'espère que l'année prochaine, on pourra vous confirmer que oui, ça a été validé en l'état par les organismes notifiés. Mais on est aussi dans un processus d'apprentissage. Je crois que c'est ce qui est dit depuis ce matin par tout le monde. Voilà. Allons-y, Thierry, merci. Sur les investigations cliniques et sur les données cliniques qui sont demandées, là encore, mais c'est tout à fait étonnant, mais c'est vrai, là encore, il faut une assurance particulière. Exactement, c'est un deuxième sujet auquel vous êtes confronté en tant que fabricant de dispositifs médicaux, qui est une nouveauté pour vous, c'est l'obligation de devoir présenter des études cliniques. Donc nous, on a l'habitude depuis longtemps de le faire pour des biotech, pour des laboratoires pharmaceutiques, mais pour les dispositifs médicaux en pré-market, c'était pas trop le cas jusqu'à présent. Vous avez aussi, en tant que promoteur d'études cliniques, une obligation légale d'avoir une assurance qui s'appelle responsabilité civile du promoteur d'investigation clinique. C'est une assurance différente de votre responsabilité civile générale et elle est très réglementée jusque dans les niveaux de garantie par étude, par patient, etc. Et ces montants et ces obligations diffèrent d'un pays à l'autre. Donc là, les assureurs sont très habitués à fournir des attestations conformes aux obligations réglementaires. Et pour des biotech, on ne rencontre jamais de problème sur les attestations qu'on produit. Elles sont acceptées par la NSM. Il se trouve que pour les dispositifs médicaux, on a fourni les attestations et elles ont été refusées par la NSM. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans le libellé de l'attestation, il était fait référence au Code de la santé publique, mais il n'était pas fait référence au règlement. On était sur des rédactions un peu standards. Donc il a fallu, dans les attestations, rajouter la référence au règlement des RDM pour qu'elle soit acceptée par la NSM. Donc pareil, soyez vigilants, ça c'est un petit tips qui ne prend pas de temps et qui peut vous faire gagner un aller-retour au moment du dépôt, parce que l'attestation d'assurance, elle doit être jointe à votre soumission à la NSM. Donc vous devez avoir souscrit l'assurance avant d'avoir eu l'autorisation de faire votre étude clinique. Elle est remboursée si vous n'avez pas l'autorisation. C'est ce que Cécile évoquait, ce sont notamment les mandataires. Exactement, alors les PRRC et les mandataires dans les autres pays. Donc moi, j'attire souvent l'attention des entreprises sur le fait que le règlement, il ne s'arrête pas à l'espace économique européen. L'année dernière, je rappelais par exemple que si vous travaillez avec les États-Unis, il y en a plusieurs qui ont parlé des États-Unis dans la salle, vous n'évaluez pas votre couverture financière suffisante de la même manière, parce qu'un patient aux États-Unis qui a un problème, ça coûte beaucoup plus cher qu'en Europe, et c'est le même montant de garantie qui sert pour les deux pays. Donc vous êtes obligé d'en tenir compte, même vis-à-vis de votre organisme notifié, même pour votre certification CE. De la même manière, là je prends un autre exemple, c'est la Suisse. Moi j'habite à Lyon, la Suisse c'est à peine plus de 100 km à vol d'oiseau de chez nous, et pourtant on n'est pas dans l'espace économique européen. Ils ont bien une réglementation qui est très, très proche de notre règlement européen qui s'applique. D'ailleurs on voit bien dans cet extrait de la demande d'un mandataire
suisse portant sur l'assurance du fabricant français, il fait référence à la classe de risque, au type de dispositif, à la taille de la compagnie. On est sur les mêmes critères. Donc pourquoi je vous parle de la Suisse? C'est parce que quand vous allez faire appel à un mandataire en Suisse, on a depuis quelques mois de très nombreuses demandes de fabricants qui nous demandent d'ajouter le mandataire suisse sur leur contrat d'assurance. Ils demandent d'être assurés au même titre que vous pour les produits que vous avez fabriqués et qu'il va distribuer sur le marché suisse. Donc ça, tous les assureurs n'acceptent pas. En général, les assureurs anglo-saxons sont très habitués à ce type de demande parce que c'est courant aux États-Unis. Mais si vous travaillez avec un assureur d'Europe continentale, il risque d'être vraiment coincé pour vous ajouter un mandataire sur votre attestation d'assurance. Souvent, on voit aussi dans la demande qu'il y a un montant de garantie qui est demandé. Alors, ils ont beau dire que votre garantie doit être conforme à la classe, le type et la taille, ils imposent quand même, eux, leur propre montant qui est demandé par leur assureur. Et on se retrouve dans des situations où des fabricants qui sont des startups assez en début de commercialisation sur le marché, ils veulent s'implanter en Suisse parce que la proximité est telle que c'est un marché tout naturel, et on leur demande du jour au lendemain d'être assurés pour 5 millions d'euros parce que c'est le standard de leur mandataire. Donc ça, nous, on encourage à le négocier. Il ne faut pas que vous tombiez dans une disproportion par rapport à la réalité de votre risque. Si vous arrivez à nommer votre mandataire comme assuré additionnel sur votre contrat d'assurance, on voit dans ce schéma qui est fait dans un contrat d'un mandataire suisse que vous allez économiser une partie des frais qui sont susceptibles de vous facturer si eux doivent souscrire l'assurance à votre place. Donc il y a quand même un gain financier pour vous, même si une solution existe en alternative. Donc ça, c'est le type de clause qu'il faudra faire ajouter dans votre contrat d'assurance. Clause très simple, vous voyez, 3 lignes, mais tous les assureurs ne seront pas prêts à l'ajouter. Et puis, il y a un autre risque aussi que craint le mandataire, c'est le risque de la disparition de votre société. Lui, il aura distribué des produits, il sera toujours responsable sur le marché. Donc, quoi qu'il arrive, il gardera, lui, une part d'assurance pour cette partie-là qui va vous refacturer. Mais vous aurez pu déjà considérablement réduire. Voilà, donc je vois qu'on arrive au bout du temps imparti, Thierry Wathelet. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles pour éviter de passer des tours supplémentaires auprès de votre organisme notifié, auprès de la NSM, ou pour accélérer votre développement à l'international. Et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir voir mon équipe. On est à l'étage, on a un petit stand. Merci beaucoup. Merci Thierry. Guillaume Santiago. Je ne veux pas être celui qui monopolise la parole au moment où vous avez en tête l'idée suivante, c'est quand l'apéro, c'est maintenant. Retenez simplement ceci. 1. S'agissant du MDR, on anticipe. Anticipez tout. 2. L'ANSM, vérifiez bien si vous êtes éligible au conseil de l'ANSM et ensuite vous avez un formulaire unique de façon à bien préciser votre demande pour qu'elle puisse être instruite utilement et dans les délais. 3. Concernant l'assurance, attention, les assurances changent, se modifient, précisément parce que vous serez dans le secteur du dispositif médical ici. Choisissez bien votre assureur, il doit être spécialisé et en capacité de répondre à toutes vos questions et même de les anticiper. Merci beaucoup de votre présence. À tout à l'heure.